Bonjour Pierre-Michel, comment tu vas? Mais, euh, mais ça va très bien, très très bien. Voilà, donc je vais te laisser la main, je vais contrôler moi les entrées et les participants. C'est toi qui vas démarrer le bal ce soir sur la présentation du disque, sur la physiologie du disque et les techniques discales au niveau lombaire, et je terminerai, on fera une conclusion ensemble donc sur l'approche articulaire en fin de soirée. Donc, je te laisse les rênes, je te laisse diriger la première partie de ce webinaire. S'il y a le moindre problème, n'hésite pas, tu me rebalances la vidéo. Allez, je te laisse la main. Parfait, merci Olivier. Euh, alors c'est vrai que on va parler du disque, mais ici l'idée c'est pas de parler de la physiologie du disque, mais c'est d'avoir peut-être une réflexion sur la justification de nos actes en fonction de la clinique et en tout cas dans nos cours et en anatomoclinique, souvent le disque est oublié. C'est le vilain petit canard. Et je commencerai juste par quelques définitions qui vont nous permettre de comprendre que finalement, euh, on, on- on- on a... Ah ouais, non, je dois partager mon écran. On a, ouais, cette structure, en tout cas, elle n'est pas vraiment considérée dans nos approches cliniques ou en tout cas de manière très spécifique. On travaille autour, mais il y a peu de techniques dans la littérature qui nous donnent la possibilité d'utiliser. Tiens, j'ai un souci, moi. Attends, hop. Ah, Faut que tu partages ton écran. oui, je sais, mais voilà. Euh, Partager mon écran. Donc, on n'a pas beaucoup de techniques référées dans la littérature concernant justement des approches spécifiques sur le disque et comment utiliser euh, l- comment choisir les techniques ou les modalités techniques justement pour avoir plus d'impact sur une partie du disque ou sur une structure ou un élément particulier du disque intervertébral. Donc, je recommencerai mon exposé bon, c'est des notions qui sont probablement assez connues pour vous, mais je crois qu'il y a des éléments intéressants à nuancer et d'autres sur lesquels il faut donner plus de précision. Donc, vous savez, la dysfonction articulaire, mais au niveau vertébral, ça correspond à une problématique qui est liée à la mobilité. Alors, vous voyez que j'ai changé le terme limité parce que c'est ce qu'on trouve dans la littérature. Donc, une limitation du mouvement dans certaines directions. Et moi, je préfère qu'on utilise altération parce que ça permet de donner des nuances qui sont plus en accord, je dirais, avec les connaissances scientifiques actuelles et la clinique. Bon, j'arrive pas à passer la dia suivante. Les petits aléas de... Voilà. Hop. Donc voilà, si on reprend les termes de dysfonction somatique ou dysfonction articulaire, vous voyez que dans la littérature, on trouve pas mal de définitions et qui, à la lecture en fait du terme choisi, peut donner des interprétations différentes. Quand on parle de blocage, on n'est clairement pas dans une condition qui est réellement physiologique. On reviendra là-dessus, mais un blocage, c'est une articulation qui ne possède plus de mouvement. Et a priori, si elle ne possède plus de mouvement, soit on l'a immobilisée de manière chirurgicale, ou je dirais le développement arthrosique l'a obligé à être limité dans les directions, dans toutes les directions du mouvement. Alors certains Écoute, nuances sont trouvées quand même. euh, ton, ton écran est partagé. Il y en a qui ont pas, qui ont oublié de couper leur micro. Coupez le son parce qu'il y a Larsen derrière. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Attends. Ouais, je vais désactiver le son. Désactiver le son. Voilà, Alors, désactiver le son. voilà, merci. Et il faut Donc voilà, il y en a d'autres qui parlent de perte du jeu articulaire. Alors là, il y avait évidemment des particularités qui sont intéressantes et dont on va parler.
De lésions, bah, on n'est pas toujours dans des structures qui sont lésées ou qui présentent je dirais, une disposition biologique qui est liée à une lésion particulière ou à une rupture de fibre. Parfois oui, parfois non. Meigne nuançait et parlait de dérangement intervertébral mineur. Et quand on lit un peu les ouvrages de Meigne, c'est vrai qu'il y a des informations intéressantes, puisque lui, il parle également de l'environnement de l'articulation, donc de la définition globale clinique de cette dysfonction ou dysfonctionnement, parce que c'est peut-être finalement le terme le plus approprié. Donc, quand on parle pas mal d'asymétrie positionnelle. On sait maintenant que les tests positionnels sont des tests qui sont très peu valides, mais on peut parler d'asymétrie de mouvement à partir du moment où on considère que, je dirais, le mouvement à gauche et le mouvement à droite est assez homogène et équivalent. Ce qui Par n'est pas contre, toujours le cas, on en plus reparlera. on voit plus ton diapo. Si? Vous voyez tous. Moi, je vois pas ton diaporama. Ben, il est partagé. Ouais. Vous le voyez? Bon, bah, c'est moi qui le vois pas. Non, mais c'est pas grave. Tout le monde voit le diaporama? Ouais. À mon avis, oui, Oui. parce que moi, Oui, il est en mode oui, ouais, ouais, partage. c'est Donc, ouais, ouais, bon, c'est bon. Ok. ah, ok. C'est Bah, bon. s'il y a un problème, qu'il te communique ça par message, hein. Un message, ouais, ouais, ok. Ok. Donc ensuite, il y a l'aspect lié au mouvement, et c'est là que les nuances sont intéressantes, puisque souvent on recherche des restrictions de mobilité. Eh bien, c'est important de pouvoir identifier aussi des hypermobilités. Dans les problématiques rachidiennes, elles sont assez fréquentes. On reparlera de cet aspect-là. Et puis, il y a cette notion de fin de mouvement, de fin d'amplitude, où là, on va parler justement de plus de qualité de mouvement, de perturbation finalement de la compliance ou de l'élasticité lorsqu'on induit un mouvement directionnel. Et puis, il y a toute cette altération qu'on définit des tissus, que ce soit le tissu musculo-squelettique, les fascias, parfois la peau. Justement, Meigne parlait de ces développements ou de cette perception un peu plus épaisse au niveau du tissu adipeux sous-cutané. Mais voilà, c'est la texture qui est modifiée, qualitativement modifiée, et qu'on peut identifier par palpation digitale, bien sûr. Alors, il y a d'autres termes qui sont utilisés et qui intègrent également la sensibilité ou la douleur. Donc, si on veut transformer cet acronyme anglo-saxon dans notre linguistique, ben, on va parler de McDo, donc les troubles de mouvement, l'asymétrie, plutôt de mobilité que de position, la consistance au sens, je dirais, global, mais la consistance des tissus, les indurations, les zones de rénitence ou des choses comme ça. Et puis évidemment, est-ce qu'on est capable par la palpation, d'identifier une structure qui est douloureuse et qui évidemment est cohérente par rapport au reste de l'examen. Et donc, c'est clair que souvent on parle de quantité de mouvement, mais cette quantité de mouvement, quand on palpe un mouvement articulaire, elle est, surtout au niveau vertébral, elle est instantanément intégrée à une palpation de la qualité du mouvement, donc de la résistance au mouvement articulaire. Et cette qualité de mouvement qui demande évidemment une certaine dextérité, mais pour lequel on est a priori formé, nous permet d'évaluer si ce frein mécanique au mouvement est plus précoce ou au contraire, est-ce qu'il est très tardif? Et on le rencontrera dans les contextes d'hyperlaxité ou d'instabilité articulaire. Donc pour revenir sur cette notion de quantité versus qualité, ben, la quantité, c'est bien sûr, si on part d'une position neutre et qu'on déplace une articulation, eh bien, on a une quantité de mouvement qui normalement est donc considérée comme physiologique. Dès qu'on dépasse la barrière anatomique, on est dans la condition de luxation articulaire. Et donc cette quantité de mouvement physiologique peut être limitée par une ankylose articulaire.
Donc là, on parle évidemment d'une amplitude qu'on peut mesurer en degrés pour le système appendiculaire. Au niveau vertébral, c'est bien sûr difficile à réaliser de manière segmentaire. Par contre, sur une palpation digitale, on va évaluer quelle est la résistance au mouvement dans cette amplitude, dans ce range de mouvement. Est-ce que cette résistance a l'air plutôt molle ou laxe? Ou au contraire, est-ce qu'elle présente une rigidité qui est très rapide dans la course articulaire? Et ça, c'est clairement, les études montrent qu'on s'oriente vraiment clairement vers ce genre de paramètres qu'on évalue, ce qui permet de détecter aussi des troubles, on va dire, du mouvement articulaire, mais dans des positions articulaires qui sont euh, plutôt proches d'une position neutre, donc qui ne vont pas nous demander d'aller dans une amplitude extrême de mouvement. Et je souligne souvent cet aspect-là dans l'évaluation du nouveau-né, quand on évalue la, je dirais, la résistance au mouvement au niveau du rachis d'un nouveau-né, bah, c'est clair qu'ils sont très compliants. Ben, on essaye d'évaluer dans des positions qui sont relativement sécures, notamment quand on s'intéresse au rachis cervical supérieur. Alors, dans la littérature, il y a pas mal de tests de mobilité et finalement, on se rend compte que, il y en a peu qui sont validés, mais qui sont quand même étudiés, mais qui, dans l'absolu, ne permettent pas, et c'est plus fréquemment rapporté au niveau lombaire, qui ne permettent pas d'évaluer de manière segmentaire une mobilité ou une résistance au mouvement. Donc, on crée une déformation au niveau de la colonne vertébrale, on palpe une résistance différente, mais on n'est jamais sûr d'être focalisé sur un segment. Et ça, évidemment, c'est la particularité du rachis, c'est la présence de structures anatomiques musculaires développées qui ne nous permet pas d'avoir un contact direct sur les processus costiformes ou les épineuses, c'est plus facile, mais en tout cas à proximité des articulaire. Pourtant, il y a des auteurs qui ont développé des algorithmes décisionnels. Alors là, ça amène évidemment une réflexion qui pour moi, semble extrêmement importante. Euh, et je m'explique dans le sens où ces auteurs parlent d'algorithmes décisionnels sur base de positions, de tests mécaniques. Euh, et sur base du résultat, ils définissent, je dirais, un dysfonctionnement, une, euh, une souffrance articulaire, puisqu'il se base beaucoup sur la douleur mécanique. Le gros souci, c'est qu'en fait, dans cet algorithme, il y a beaucoup de manquements, de biais dans l'évaluation clinique, notamment qu'il évalue le patient en charge et ils ne font pas une comparaison en décharge et une observation sur les modifications de cette douleur éventuelle. Je vais pas, mon but, c'est pas de critiquer évidemment cet algorithme, c'est un support clinique qui peut être intéressant, mais le but ici de mon propos, c'est de réfléchir aussi un petit peu plus loin par rapport à l'examen clinique du patient qu'on va devoir réaliser en position de mise en charge, debout ou en assis, parce que les composantes mécaniques sur l'unité vertébrale sont différentes. Et une fois qu'on est dans une condition de décharge, donc en décubitus latéral ou en décubitus ventral, ben, on est encore dans une situation différente. Et donc cette considération de la charge ou de la réaction musculaire au mouvement, pour moi, est extrêmement importante. On est en position debout ou assise, ben, on a clairement une activité musculaire qui est antalgique, qui est proprioceptive, peu importe, mais qui va modifier le comportement de l'unité vertébrale. Et pour moi, ça, c'est quand même extrêmement important. Par ailleurs, je l'ai déjà dit, ils parlent d'un mouvement, enfin, ils exécutent un mouvement global et puis ils définissent un espèce enfin, un dysfonctionnement intervertébral sur un mouvement global. Ça me semble un peu euh, euh, enfin, rapide dans la, dans la conclusion. Et je pense il est intéressant d'utiliser éventuellement des contre-appuis, de comparer
à la position de décharge d'analyser si le comportement, la douleur ou le comportement mécanique de l'étage vertébral considéré est identique. On sait que les couplages sont très variables au niveau lombaire, autant ils sont plus constants au niveau cervical, autant ils sont beaucoup plus variables au niveau lombaire. Donc on a difficile à définir un couplage vertébral standard, je dirais. Et on sait que le tropisme facétaire, c'est-à-dire les modifications géométriques ou d'orientation, sont également définies dans cette région-là. Ce qui va évidemment modifier ce comportement mécanique et donc l'évaluation, que ce soit en charge ou en décharge. Et alors, on a peu de considération des autres structures anatomiques. Et je vais évidemment revenir là-dessus puisqu'on va parler du disque intervertébral. Et que dans ce schéma-ci, il ne considère pas, alors qu'on parle évidemment de douleur lombaire, ben, il ne considère absolument pas le disque intervertébral. Pourtant, il est indissociable quand on parle d'unité fonctionnelle vertébrale. L'unité fonctionnelle vertébrale, c'est bien sûr je dirais les caractéristiques mécaniques et de mobilité, donc biomécaniques, au niveau de l'articulation entre deux vertèbres, c'est-à-dire les facettes articulaires, mais également le disque intervertébral, puisque c'est anatomiquement une articulation. Et d'ailleurs, les auteurs soulignent l'importance de considérer l'ensemble des éléments qui vont intervenir qu'il soit passif ou actif, sur la fonction passive ou active de cette unité vertébrale et que toute atteinte d'une structure ou d'un élément va perturber dans sa fonction l'entièreté du système. Et on peut même encore aller plus loin, ça les études le montrent, c'est que lorsque on a des troubles de mobilité, ici, on va parler de zones qui seront en hypomobilité. Eh bien, on va avoir des hypermobilités compensatoires. Elles sont parfois adjacentes à la zone euh, qui présente une limitation. Parfois, elles sont même plus distantes. Ici, on l'observe sur une intervention chirurgicale où on voit bien évidemment l'arthrodèse L5 et 100. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe? Si vous regardez ici, ben, la fonction en extension de l'étage sous-jacent à l'arthrodèse eh bien, est beaucoup plus importante. Elle est augmentée, où on voit vraiment un disque qui devient très cunéiforme dans la posture d'extension, ce qui n'est pas le cas en position neutre. Donc on peut, les études le confirment, elles le confirment sur la région lombaire, elles le confirment sur la région cervicale, qu'il y a des compensations avec des hypermobilités. Ça, c'est des choses connues. Ici, sont des chiropracteurs qui ont, sur le modèle animal, ont créé, on voit ici la mobilité initiale et puis après arthrodèse sur les cinq rats étudiés. Et on voit que de manière instantanée, l'étage sous-jacent, dans ce cas-ci, ben, présente une augmentation de sa mobilité pour l'ensemble des spécimens étudiés après justement l'arthrodèse de l'étage supérieur. Donc il y a, je dirais de manière instantanée, des modifications qui peuvent avoir des conséquences sur la fonction du disque et la dégénérescence discale précoce. Et donc, pour venir dans notre thématique ici, parler de manipulation et de lombalgie, ben, c'est clair que la lombalgie, c'est une condition clinique qui va, je dirais, faire intervenir différentes structures. Donc, c'est une entité nosologique. Et je vais faire abstraction, évidemment, des aspects liés à la douleur. Je resterai aux structures anatomiques. Et donc, si on se limite à la manipulation proprement dite, ben, c'est une technique, c'est pas un traitement, et elle a une action, elle peut avoir une action neurologique, mais mécaniquement parlant, elle a une action sur la mécanique facétaire. Donc, on peut se poser la question dans le cadre d'une lombalgie chronique où il y a, on le sait bien, je dirais, d'autres structures qui vont finir par participer à ce trouble fonctionnel et cette douleur, que ce soit des structures myofasciales, conjonctives,
les éléments nerveux, une composante hémodynamique quand on est dans un contexte plus inflammatoire et aigu, et évidemment une structure qui est plus directement liée à la fonction de l'unité vertébrale, qui est le disque intervertébral. Et le problème, en fait, c'est que actuellement, il y a quand même beaucoup de données dans la littérature qui ont précisé la fonction du disque intervertébral, les données anatomocliniques, et que bah, si je reprends les aspects liés à la contre-indication des manipulations, en dehors évidemment des contre-indications cliniques, eh bien, c'est finalement une mauvaise connaissance et un mauvais diagnostic mécanique et clinique. Et évidemment, ce mauvais diagnostic, il est fréquemment lié à une connaissance appauvrie, je dirais, de la physiologie du disque intervertébral, sans tenir compte, bien sûr, finalement, quelque part, du consentement du patient. On sait que si l'attente du patient par rapport à un geste manipulatif est positive, on a plus de chances d'avoir, je dirais, une évolution positive. Et donc, bah, c'est quelque chose qui est important de comprendre et de demander aux patients aussi. Et j'enchaîne évidemment sur la lombalgie chronique, mais dans la lombalgie aiguë, on aura la même réflexion quelque part. C'est qu'on parle de, de douleur ou de lombalgie aspécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas identifié réellement la cause. Et donc ça, c'est un terme qui est encore utilisé, moins qu'avant, mais avant, quand on n'arrivait pas à avoir une correspondance radiologique de la plainte du patient, eh bien, on considérait que c'était une lombalgie aspécifique, c'est-à-dire que bah, on n'observait pas spécialement une protrusion discale, on n'avait pas de conflit disco-radiculaire, donc bon, et il n'y avait pas d'arthrose facétaire, donc on avait difficile à identifier la cause. Ce qu'on sait maintenant, c'est que ben, finalement, la prévalence des problématiques discales est plus élevée dans la lombalgie chronique, parce qu'on l'identifie mieux, que la problématique facétaire, ce qui nous oblige à considérer cette structure dans la clinique du patient. Et donc, intervenir sur un disque intervertébral, c'est bien sûr comprendre son rôle dans l'unité fonctionnelle vertébrale, son rôle mécanique, et comment il répond en fonction des situations mécaniques, de mise en charge, de décharge, de mouvement. Quel est le profil clinique? Donc, à quoi correspond, je dirais, quel type de clinique va nous donner euh, une souffrance, une inflammation discale, et ceci est fortement lié à son innervation qui est très particulière et qui est souvent intéressante à connaître. Et les données récentes permettent de mieux comprendre les douleurs particulières de certains patients. La question de se dire pourquoi manipuler en cas de discopathie, bon, souvent on a des patients, on n'a pas que des patients jeunes qui ne présentent pas de signes radiologiques, on a des patients qui ont un parcours clinique particulier avec des mises au point, etc. Et on sait qu'à partir de 30 ans, même avant maintenant, ben, il y a des signes de dégénérescence discale qui sont radiologiquement objectivables. Pardon. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les études sur cet aspect de déshydratation précoce du disque, eh bien, va se manifester par une augmentation de la mobilité. Donc, quand un disque se déshydrate, ben, il est plus mobile. Ce qui veut dire que la résistance mécanique est moins importante. Donc, on peut se poser la question, tiens, quand il y a quelque chose qui est mobile, pourquoi aller manipuler quelque chose de mobile? Quand vous avez une hyperlaxité articulaire, qu'elle soit, euh, je dirais, tibio-tarsienne ou gléno-humérale, les techniques de mobilisation n'ont pas beaucoup d'intérêt dans l'absolu. Et donc, tout ceci pour m'amener à vous parler d'une approche qui est relativement ancienne finalement et qui a été développée par Christian Dethier, qui est un ostéopathe et qui a étudié en fait son hypothèse au départ par une analyse radiographique, tomodensitométrique. Et vous verrez qu'il y a quelques éléments de la littérature qui nous permettent finalement de reconnaître que
on a parfois, enfin plusieurs personnes ont parfois la même idée à des moments différents. Et c'est ça qui est intéressant, mais c'est vrai que ces approches-là, elles viennent principalement du monde ostéopathique. C'est pour donner surtout une histoire euh, à l'origine de ces techniques. Et donc, l'idée de Christian de Thiers venait de la littérature. En fait, à l'époque, déjà, on parlait d'intervention chirurgicale où l'idée était de mettre des petits blocs ici, de faire des espèces de butées mécaniques sur les processus articulaires. Et par cette butée, on avait un effet de pince à linge, une décharge du disque. On sait actuellement d'ailleurs que le rôle des facettes articulaires, c'est de pouvoir prendre une partie de la charge axiale de l'unité vertébrale et que lors de l'extension, cette charge articulaire sera plus importante et la charge discale sera moins importante. Et d'ailleurs, un kinésithérapeute belge avait déjà émis cette notion de pince à linge, pince ouvrante, comme il l'appelait, où il considérait les facettes articulaires comme le ressort de la pince à linge. Une fois qu'on avait cet appui articulaire qui était efficace, soit par des mobilisations passives, soit par le biais d'une contraction musculaire de la musculature, donc paravertébrale, c'est-à-dire postérieure aux facettes, eh bien, on avait un effet de décharge du disque intervertébral. Certains kinésithérapeutes connaissent bien les techniques de Mackenzie, ben, qui sont basées sur ce principe-là. Et Christian de Thiers, il a voulu en fait développer une approche plus tridimensionnelle de ce concept de locking articulaire, donc de verrouillage articulaire, si vous voulez. En fouillant la littérature, moi j'ai trouvé des ouvrages intéressants, notamment de Stoddard ou de Thomas Hall, qui sont deux ostéopathes, et qui parlaient en fait de positionnement pour des lombalgies aiguës. Et vous verrez que le positionnement correspond assez bien au modèle qu'a développé Christian de Thiers. Donc voilà ici un positionnement. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais quand je vais vous expliquer le modèle de Christian de Thiers, vous allez comprendre. Mais ici, il parlait bien de spinal locking, donc à un moment de chercher ce verrouillage. On parlait bien sûr de verrouillage articulaire. Vous voyez que c'est un positionnement qui est tridimensionnel pour amener une décharge spécifique au niveau du disque et on était dans des conditions de lombalgie aiguë. Encore un autre positionnement, alors je ne vais pas le détailler ici, mais c'est vrai que dans les formations, on développe évidemment ces attitudes positionnelles avec des prises de main un peu différentes, mais on se retrouve dans des mêmes conditions de posture. Alors pourquoi l'extension? Ben, il faut savoir que on a observé que le fait de positionner le rachis en extension avait tendance à faire migrer le matériel nucléaire au sein du disque vers l'avant. Donc, quelque part, dans le cas d'un débord postérieur ou d'une tendance à la protrusion, ben, l'extension permettrait de recentrer un peu mieux ce noyau pulpeux au centre du disque. Et donc, ce déplacement était de l'ordre de 10 à 15 de 5 à 10%. Euh, et parallèlement à ça, l'extension permettait aussi d'augmenter l'espace intersomatique, donc la hauteur du disque. D'autres aspects, c'est ce que je vous ai décrit ici, a été ultérieurement démontré aussi par une équipe japonaise pour d'autres mouvements comme l'inflexion latérale. Et donc la migration de ce matériel nucléaire avait tendance à se faire du côté de la convexité, c'est-à-dire de ce côté-ci, ce qui est, je dirais, l'opposé finalement de la description du modèle développé ou décrit par Kapanji où lui, il parlait que la tension annulaire permettait quelque part, de refouler, de pousser le matériel nucléaire. Mais ce qui est important, évidemment, dans ces situations-là, de préciser, c'est que l'effet de mise en charge ou de décharge peut évidemment modifier complètement ce comportement-là.
Et donc, pour parler de cette tension annulaire, eh bien ici, il y en a une belle illustration que dans le cadre d'une investigation qu'on a réalisée euh, à la Texas Tech aux États-Unis avec mon collègue Stéphane Sobzak, où on voit que vous voyez l'anneau fibreux en traction, ben, on voit les fibres qui sont naturellement bombées en position neutre se verticalisent. Ce qui nous permettrait effectivement de comprendre cet effet de pression potentielle des fibres annulaires sur le matériel nucléaire. Pour autant, évidemment, qu'on ait une intégrité de ces fibres. Alors, Christian de Thiers, lui, s'est intéressé à cette composante tridimensionnelle, puisqu'on a des problématiques qui peuvent souvent se latéraliser. Et lui, son idée, c'était de se dire, bah, tiens, en extension, OK, on a une décharge du disque, et si je rajoute la rotation, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un biomécanicien assez, assez passionné. Et donc, il s'est dit, bah, tiens, si en tournant, en créant une rotation, on va créer une butée articulaire. Si on a une butée articulaire, on va avoir évidemment un point fixe. Et là, il y a des études qui montrent bien sûr que on a effectivement un pincement articulaire et une décoaptation de l'autre côté, ou une ouverture de l'espace interfacétaire, donc qui nous permettent de comprendre qu'il y a une coaptation, et cette coaptation va entraîner, je dirais, un point de contact, un point fixe. Et ce point fixe bah, va générer quelque part un- une zone de moins grand déplacement. Et bah, c'est bien sûr traduit par une modification du centre de rotation. Ça, Christian de Thiers n'est pas le seul à l'avoir défini. Et donc, quand on fait une rotation au niveau intervertébral, on a un centre qui est plus ou moins euh, localisé au centre légèrement postérieur au niveau du disque, et puis qui va se latéraliser du côté de la facette coaptée. Donc, on va avoir un point de contact. Et si on amplifie ce mouvement, eh bien, on va générer évidemment une mise en tension des structures euh, je dirais, périphériques à cette zone de contact. Et en l'occurrence, ben, les zones qui nous concernent, ce sont les fibres du disque, et notamment de l'anneau fibreux, ben, ce sont les zones, les fibres qui seront les plus éloignées de ce point de contact. Si vous avez une mise en tension de ces fibres, eh bien, à un moment, cette tension va limiter le déplacement euh, entre les deux corps vertébraux. Et donc, si vous avez deux points fixes, ben, par deux points fixes passe un axe. Et donc, le modèle de deux tiers euh, avait pour objectif de définir cet aspect-là et de se dire, ben, tiens, si par rapport maintenant à cet axe virtuel au départ, je bascule de manière tridimensionnelle, soit dans une direction, alors on va l'appeler la direction d'extension, ou de flexion, eh bien, je vais avoir évidemment un comportement particulier du disque. Et ça, c'était son modèle. Et en fait, ben, finalement, il a fallu, vous voyez, quelques années, puisqu'on était en 83. En 2017, il y a une étude asiatique qui montre qu'effectivement, on observe une contrainte plus importante sur les fibres antérieures et hétérolatérales à la facette coaptée. Donc, ce qui permet de renforcer évidemment l'hypothèse de Christian de Thiers. Et donc, nous, on a étudié cet aspect de, de, de mobilité et de modification de l'axe de mouvement. Euh, ce modèle a été renforcé euh, il y a bien longtemps par l'étude d'Aberle, où il définissait justement des modifications de l'orientation de l'axe de mouvement. Vous voyez cet axe qui n'est plus vertical quand on essaye d'amplifier la rotation, de l'exagérer, entre guillemets, ce qui nous permet de conclure que si on génère un mouvement dans cette condition-là, ben, on n'aura plus un mouvement qui est réellement euh, défini selon les plans anatomiques. Et je pense que ça, c'est quand même important de concevoir parce que
différentes situations, que ce soit les aspects de mise en charge ou de décharge, peuvent aussi modifier ce comportement. Et donc, on a étudié par imagerie plus récemment euh, différentes caractéristiques, et notamment évidemment le déplacement vertébral, et puis les zones foraminales, puisque l'idée de Christian de Thiers, c'était de pouvoir agir de manière plus latérale sur le disque intervertébral, pardon, et notamment donc dans une zone critique qui est le foramen intervertébral. C'est bien sûr une étude qu'on a réalisée sur des sujets asymptomatiques. On a dû obtenir l'accord d'un comité d'éthique, etc. Euh, et qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, on a observé en fait que ce modèle qui est décrit, vous voyez ici, selon cet axe de mouvement oblique, avec la cooptation facétaire, la tension discale et donc la définition d'un axe oblique, eh bien, Christian de Thiers se disait, bah, si je pars en extension, bah, j'ai une décharge globale du disque. Et en fait, vous voyez ici, l'animation ici est basée sur la reconstruction des images CT qu'on a observées sur le sujet asymptomatique. Et donc, on voit bien que ce mouvement amène, ici c'est une vue de trois quarts postérieure, amène une bascule antérolatérale, ok, du plateau vertébral au niveau de la vertèbre qui est coaptée. Donc ici, on est vraiment dans une correspondance par rapport au modèle euh, ici. Et donc l'idée de cette bascule, ben, c'était d'amener quelque part une ouverture, une libération plus latérale euh, de la racine. À titre d'exemple, voilà un des positionnements qu'on décrit dans une technique discale, c'est la technique de base, où on utilise ce mouvement, ici par le levier inférieur, donc c'est le bassin, et en fait, voilà, on observe, hein, l'idée c'est d'obtenir cette séparation, cette expansion discale du côté ici droit. Alors, ce qu'on sait dans la biomécanique du disque ou de l'unité fonctionnelle, c'est que les mouvements vont aussi modifier le lumen des vaisseaux. Et donc, le fait d'avoir une posture en extension ou en flexion ou qui, je dirais, varie de l'extension vers la flexion, va avoir un effet hémodynamique. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont rapportées dans la littérature. Et bien sûr, dans les conditions cliniques aiguës, c'est un aspect qui est extrêmement important. Et il y a une image ici qui l'illustre bien, où où on voit effectivement, on se dit, tiens, ça c'est une grosse protrusion discale. Mais en fait, si on regarde bien les contrastes, ben, le disque, oui, il bombe, mais on a une image ici postérieure au bombement qui correspond simplement, probablement à un œdème. euh, dans cette région discale postérieure. Et après traitement, cette œdème euh, est atténué, euh, voire disparaît. Euh, L'idée d'agir sur le disque, c'est bien sûr de modifier les contraintes mécaniques, de créer une décharge du disque et donc d'agir sur des processus d'hydratation. On sait aussi que euh, en fonction de certains mouvements, on va avoir une action qui sera plus centrale sur le disque au niveau du noyau, voire de la plaque cartilagineuse, ou des fibres annulaires. Donc là, il y a des études qui montrent ces effets qui sont différents selon le type de stimulation mécanique. Et donc, par les techniques discales, en fonction du choix de la technique, on va pouvoir euh, euh, agir sur différentes parties du disque. Et là, on sait que les nouvelles hypothèses au niveau de la mécanobiologie sont intéressantes. Dans le cas de notre étude, on a vu que le locking permettait une augmentation du foramen de l'ordre de 5% en extension, euh, ce qui est totalement différent de l'extension pure, qui, elle, au contraire, diminue l'air foraminal. Donc, clairement, dans cette approche-là, qui utilise un mouvement tridimensionnel et d'autres contraintes, notamment de traction, eh bien, on a un comportement totalement différent
et qui va dans le sens de l'objectif thérapeutique. Alors, qu'en est-il de la manipulation? C'est pour faire évidemment le lien avec je dirais, l'exposé d'Olivier. Eh bien, bon, c'est clair que la manipulation, elle va générer des modifications de la pression au niveau de l'élément discal. Donc ça, il faut quand même en rester conscient et que si on a, je dirais, une souffrance discale avec un processus inflammatoire qui est latent ou qui est présent, on peut se poser la question, est-ce que la technique de manipulation est pertinente ou est-ce que la modalité de cette technique manipulative est importante? Et je pense qu'Olivier va vous en parler. Et c'est clair qu'on sait que les rotations sont, euh, je dirais, probablement à proscrire dans ces conditions-là. Ce qui est important aussi, c'est de se dire, tiens, bah, moi, je vais mobiliser plutôt que de manipuler. Quand je parle de mobilisation, c'est des mobilisations qui, on va dire, qui sont des mises en tension ou des précharges, donc qui miment quelque part la position de pré-manipulation. Ben, finalement, on se rend compte que les pressions sont assez similaires. Euh, la seule chose, c'est que la vitesse d'installation de la mise en tension peut être délétère pour les structures discales. Donc ça, c'est clair qu'il faut en tenir compte que la position est aussi quelque chose à considérer, qu'on soit en assis ou en décubitus latéral, dans les gestes avec impulsion ou même en mobilisation, le comportement sera différent. Quand on parle de comportement, c'est-à-dire les modifications de pression, mais aussi les contraintes sur les structures annulaires. Et donc, pour ma conclusion, je dirais que la manipulation, c'est pas un traitement, donc elle doit être intégrée dans un traitement, elle doit être justifiée dans ce traitement, c'est-à-dire que sa cible, c'est la facette. Il y a des mécanismes aussi, bien sûr, liés à la douleur. Euh, et il faut se poser la question que bah, si j'ai une hypermobilité qui est liée à cette dégénérescence ou déshydratation discale, est-ce qu'il est pertinent de manipuler la facette à ce niveau-là, si le système est déjà instable au préalable, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de s'occuper des facettes euh, voisines en se disant que si j'améliore la fonction de ces articulations voisines, je vais probablement peut-être soulager la mécanique et la fonction de cet étage en souffrance. Et clairement, est-ce qu'elles sont appropriées au disque? Ben ça va être très probablement lié à la gestuelle et aux amplitudes de mouvement. Euh, et parfois, il vaut mieux peut-être s'abstenir de cette technique et d'envisager d'autres aspects euh, pour, euh, pour le bien de notre patient. Et donc, je reprends toujours cette phrase de mon fin collègue qui disait que la meilleure manipulation est celle qu'on ne fait pas parce que il faut se poser la question, est-ce qu'elle est bien justifiée? Est-ce que notre examen clinique a été vraiment le plus complet possible pour le bien du patient? Et donc, effectivement, la première chose, c'est de ne pas nuire au patient. Donc voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je vais passer la parole à Olivier. Tu es là, Olivier? Ouais, ouais, je suis là. Voilà. Voilà, je reprends le partage. Normalement, alors, tac, voilà, vous devez tous voir bah, l'approche articulaire sur vos écrans. Tout est OK. Moi, je Répondez-moi vois pas. rien. Ouais, bah oui, moi c'est pareil, Ah, ok. je voyais pas ce que tu. Mais apparemment, tout le monde voit, c'est OK. Répondez-moi un petit message sur le chat. Non, on voit pas. Ah, ben, Non. ça me rassure. Là, c'est bon? Voilà, Ouais. Voilà, c'est bon. parfait. OK. Alors, voilà, normalement, c'est bon. Ok, bah merci pour ton approche, Pierre-Michel, sur le disque. Vous avez pu voir hein, une approche très précise, très scientifique, et finalement, ça manque un peu dans nos études primaires. Alors primaire, c'est pas forcément le mot adéquat. Hein, c'est pas que les études, on va dire de première intention, hein, la première étape de nos études d'ostéopathie. Moi-même, quand j'ai fait mes études d'ostéopathie, j'ai vu peu de techniques finalement au niveau du disque. Et il a fallu aller chercher un peu d'autres formations, ce qu'on appelle postgrad, pour avoir cette approche discale. L'approche discale peut
peut enseigner hein, dans les écoles. On parle beaucoup de manipulation articulaire, de manipulation vertébrale, que ça soit pour la lombalgie chronique ou la lombalgie aiguë, le lumbago. Et on fait même très peu le distinguo en fait entre l'aigu et le chronique. Ce que moi, je fais énormément. Hein. Pour moi, je dis toujours, il y a le thérapeute de l'aigu et le thérapeute du chronique. C'est deux thérapeutes différents, c'est deux attitudes différentes et deux approches différentes. Bien sûr, un seul thérapeute peut être les deux, mais il va falloir effectivement s'adapter à la situation. Et en particulier, quand on parle de discopathie, qu'elle soit chronique ou aiguë, vous savez très bien qu'il y a un nombre de red flags importants et la clinique va être importante. On a tous connu dans nos cabinets, que ce soit les jeunes débutants ou les expérimentés de plusieurs parfois années, voire même dizaines d'années, on a tous connu des échecs encore aujourd'hui du patient qui arrive, bah, comme on dit, hein, complètement planté, en flexion, en inclinaison, impossible de se redresser. Il croit que l'ostéopathe va faire un miracle et vous apercevez qu'effectivement, les miracles, ça n'existe pas. Et ce sont des patients qui sont parfois difficiles à traiter voire même quasiment impossible, et on a tendance bah, à botter un peu en touche, ce qui est dommage. Alors le patient vient effectivement avec une souffrance extrême, il est un peu parfois, on est un peu son dernier recours. Et puis on est là, souvent le soir d'ailleurs, souvent c'est les patients de dernière journée, et on est là parfois à pas savoir quoi faire. Donc vous avez déjà, avec cette première partie du webinaire, hein, vu l'importance du disque, hein, dont on ne parle pas assez finalement. L'importance du disque, sa biomécanique, son ampleur biomécanique sur tout le rachis lombaire. Donc effectivement, un rachis lombaire, ce n'est pas que des lombaires, hein, c'est aussi beaucoup de présence discale, beaucoup de présence conjonctive, et on va en parler un peu aussi, aussi une présence bien sûr viscérale qui est importante. Donc l'approche articulaire sur la lombalgie aiguë ou chronique, elle demande bien sûr un bilan clinique précis. L'ostéopathe doit être avant tout un clinicien. Ça manque énormément à la clinique. Je suis moi-même enseignant en école d'ostéopathie. Pierre Michel l'a été aussi, le fut. Il est encore, bien sûr, il enseigne encore dans d'autres structures européennes, enfin, à l'étranger. Si je me trompe, hein, tu me corriges, mais dans des écoles d'ostéopathie. Et on s'aperçoit qu'effectivement, cette approche discale manque. Elle manque énormément. Et ça permet justement, à travers la littérature, à travers la science, à travers les articles, on a pu démontrer effectivement hein, la vascularisation, la neurologie, les règles de la douleur, les signes de la douleur, les conductions de la douleur, l'importance du nerf sinus-vertébral, l'importance bien sûr du système orthosympathique au niveau du rachis lombaire, tout ce système neurovasculaire qui va entourer à la fois l'espace vertébral, l'espace discal et tout l'espace tissulaire, que ce soit ligamentaire, mais aussi viscéral, va avoir une importance capitale dans notre bilan. Le bilan doit être absolument précis. Faire attention, alors on va résumer un peu, bien sûr, hein, on n'est pas là pour faire tout le cours. Faire attention, bien sûr, aux attitudes antalgiques. L'attitude antalgique, le premier aspect, hein, quand on ouvre la porte de la salle d'attente, le premier aspect qu'on a de son patient, bah, c'est souvent le bon. Les attitudes en flexion, inclinaison opposée à l'irradiation sont toujours des attitudes à craindre. Effectivement, quand le patient évite sa douleur, quand il est incapable de se redresser, quand il est incapable de se remettre en appui facétaire, du côté de l'irradiation, eh ben, c'est souvent des signes un petit peu de gravité. Et comme vous l'a dit Pierre Michel, effectivement, l'important, c'est de ne pas nuire. L'important, c'est de ne pas nuire et l'important, bien sûr, c'est de ne surtout pas aggraver la situation. Ne pas faire, comme on dit, flamber son patient. Bien sûr, quand on regarde la biomécanique vertébrale, on s'aperçoit que les facettes sont plutôt orientées dans un plan sagittal, sauf au niveau bien sûr des 12 et 1, où on est un peu sur un système hybride entre des dorsales et des lombaires. Et l'orientation facétaire ne nous permet pas la rotation. Voilà, la rotation est véritablement à proscrire dans les techniques lombaires. Or, quand on voit parfois
sur Instagram et sur les réseaux sociaux certains faire des manipulations lombaires. Excusez-moi, mais ça fait un peu peur. On voit effectivement énormément de rotation. Alors, ça passe hein, sur quelqu'un de jeune qui craque facile, et puis avec un petit micro à côté, et effectivement sur quelqu'un qui n'a aucune pathologie discale. Faites ça sur quelqu'un d'une cinquantaine d'années avec des discopathies, avec de l'arthrose, à mon avis, effectivement, ça passera beaucoup moins bien. Donc, le rachis lombaire sur le plan mécanique et le disque ne permet pas la rotation. On va voir effectivement que cette approche articulaire, eh ben, on va la faire sans rotation. L'approche articulaire, il faudra effectivement en complément de cette approche discale, ça va ensemble. On ne peut pas faire une approche purement discale, une approche purement articulaire. C'est une complémentarité, c'est une association, l'articulaire et le disque. Il faudra en faire un diagnostic différentiel. On distinguera bien sûr la lombalgie inflammatoire, la lombalgie chronique et la lombalgie bien sûr viscérale. La lombalgie viscérale est quand même très fréquente et elle nous donne un peu ce qu'on peut appeler le faux lumbago. Le faux lumbago, où on a l'impression que par l'attitude ontalgique, on est sur un problème disco-articulaire, mais pas du tout. Voilà, on est sur un problème purement viscéral, et il faudra bien sûr en faire le diagnostic. On sait que la pyélonéphrite, la pancréatite, la cholécystite, les fissures sur anévrisme aortique, les tumeurs sont parfois fréquentes, hein. On a tous un moment ou un autre, vous allez tous un moment ou un autre connaître dans votre patientèle un beau red flag, un beau diagnostic d'exclusion sur un un faux lumbago d'origine viscérale. Donc il faudra effectivement en faire le diagnostic et éviter, là pour le coup, l'extrême aggravation de la situation. Dans la lombalgie inflammatoire, hein, on est plus sur un réveil spontané, un dérouillage matinal long, un état général plus ou moins altéré en fonction effectivement d'une origine purement mécanique ou d'une origine un peu plus viscérale. Sur la lombalgie chronique mécanique, on a un dérouillage qui est un peu plus court. On a un état général qui n'est pas vraiment altéré, mais on a énormément de gènes. On n'a pas un secteur qui est prédominant, hein, on n'a pas un secteur bloqué prédominant. On n'a pas forcément sur la lombalgie chronique de position antalgique, mais on observe hein, des raideurs, on observe des limitations d'amplitude un peu dans tous les secteurs, avec effectivement des douleurs un petit peu plus, comme le nom l'indique, chroniques. Alors, l'approche articulaire va compléter l'approche discale et quand on parle effectivement de clinique, on va à un moment ou à un autre être amené à faire des tests. Après l'interrogatoire, après l'analyse un peu d'un éventuel red flag, d'une éventuelle problématique dont on ne pourrait pas, nous, on n'est pas capable de le traiter, on va passer bien sûr à des tests. Alors, les tests, vous connaissez les tests de compression, les tests parfois de décompression, les tests neurologiques, les ROT, etc. On s'aperçoit effectivement que sur une problématique discale, et on va tout de suite penser à l'hernie discale, surtout la protusive, hein, l'expulsive, celle qui est postérolatérale, migrante, celle qui va se positionner dans le foramen, hein, ce qu'on appelle l'intraforaminal. C'est celle-là qui va être plus problématique. Et effectivement, la littérature aujourd'hui nous montre que le slum test, hein, on le voit ici, hein, le slum test apparaît comme le test le plus fiable, avec une sensibilité à 84% pour une certaine étude, et pour l'autre, par contre, 44. Vous voyez, en fonction des études, on descend. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que la sensibilité est proche de la spécificité, ce qui rend le test quand même relativement fiable. Alors qu'au niveau du test de la SEG, lui, il est très sensible, mais par contre, il n'est pas très spécifique. Donc le test de la SEG ne permet pas véritablement d'identifier une problématique purement discale. Ça, on le sait, hein, en fonction des raideurs des ischio-jambiers, des raideurs de la sacroiliaque, etc. On a la spécificité qui va chuter. Donc les tests, alors je vous invite, je n'ai pas remis ici tous les tests, hein, je vous invite à aller sur ce site, hein, piriform.fr, qui est bien fait, qui est un site fait par des kinésithérapeutes qui répertorient un petit peu tous les tests orthopédiques sur tout le corps, avec les études cliniques qui vont avec, et c'est relativement bien réactualisé, et ça permet comme ça de voir un petit peu l'efficacité de nos tests cliniques.
Alors, on sait hein, que nous, en tant qu'ostéopathe, on n'a pas, on est de première intention, donc on n'a pas vraiment de garde-fou. On n'a pas, bien sûr, de cabinet de radiologie à côté de chez nous. Et puis, on doit faire un peu en fonction de notre sensibilité, en fonction de notre anamnèse, en fonction de notre palpation, en fonction de nos tests cliniques pour déterminer effectivement, faire un bilan clinique, un bilan ostéopathique et évaluer effectivement le traitement qu'on va mettre en place. Être un ostéopathe aujourd'hui, eh ben, c'est avant tout être un clinicien. Alors, être un clinicien, c'est pas forcément connaître tous les tests par cœur, c'est savoir s'en approprier, savoir utiliser ceux qui fonctionnent et savoir justement prendre aussi le pour et le contre des tests, hein. Donc ça, c'est ce qu'on verra aussi lors de cette formation. Pierre-Michel vous en parlera aussi, hein, c'est que aucun test n'est fiable à 100%. Aucun test n'est spécifique à 100%. C'est un petit peu l'analyse globale de la situation qui vous permettra effectivement d'orienter votre traitement vers, premièrement, plutôt une approche discale ou plutôt une approche articulaire, ou voir effectivement un peu un mélange des deux. Dans l'approche effectivement articulaire, le bilan palpatoire est important, hein. Donc, le bilan palpatoire va nous permettre de différencier parfois une approche purement musculaire, une approche purement ligamentaire, une approche purement viscérale et en particulier une approche assise. On observera différents types de lumbago. Donc le lumbago plutôt bas, hein, L4, L5, avec soit le shift effectivement du côté de la contracture du carré des lombes, soit le shift opposé effectivement à la contracture du carré des lombes, qui est quelque part parfois le lumbago, hein, le L5 un peu plus critique, hein, puisque L5 est très encastré. Elle est verrouillée par un système lombaire important, hein, les ilios sacro-lombaires, et justement souvent en présence d'un disque très altéré, puisque sous pression importante au niveau donc de l'étage L5S1. Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas véritablement d'études cliniques là-dessus, mais c'est plutôt 20 ans de cabinet qui parlent. C'est vrai que sur un caractère aigu, je privilégie moi l'approche assise. Attention, quand je parle d'approche assise, je ne dis pas que toute la séance se fera en assis. Pas du tout, hein. Mais la première partie de la séance se fera en assis. Pourquoi? Ben, comme tout le monde, hein, je pense, et comme beaucoup d'ostéos, j'ai connu des échecs, j'ai pas peur d'en parler, je ne parle pas que de mes réussites. Et on a tous connu le patient qui arrive complètement voilà, en shift, très inflammatoire, très aigu, et puis on fait notre approche un peu en décubitus latéral ou décubitus dorsal, en tout cas sans apesanteur, hein, on va dire à l'horizontale. Le patient nous dit c'est miraculeux ce que vous faites, vous êtes un génie, vous êtes génial. Et là, on commence à se dire ouais, super, c'est gagné. Et puis, quand on remet son patient assis, bam, c'est l'hécatombe. Euh, et là, on s'aperçoit effectivement qu'on a passé trois quarts d'heure pour rien. Donc, je pars du principe que tant que la clinique ne s'améliore pas en assis, effectivement, je ne passe pas en allongé. Voilà, j'attends, j'essaye effectivement que le patient reprenne de la gravité. Alors, quand je parle de gravité, c'est bien sûr la gravité terrestre, c'est-à-dire qu'il puisse se réadapter par rapport à l'espace gravitationnel. Et quand il est capable de se réadapter à l'espace gravitationnel, effectivement, je poursuis ma séance, on va dire à l'horizontale, que ce soit en décubitus latéral, en décubitus ventral ou en décubitus dorsal. Et une réponse de Brian là, qui me pose, le SUM test positif nous oriente vers une problématique discale. Oui, effectivement, le SUM test positif nous oriente vers une problématique discale. De là en faire le diagnostic discal, c'est compliqué parce que pour déterminer le type effectivement de pathologie discale, il nous faut de l'imagerie, hein. On peut effectivement y penser à une protrusion discale, une hernie discale postérolatérale, hein. Plus le caractère aigu est présent, effectivement, plus on pense à une postérolatérale. Et effectivement, si elle est migrante, si elle est intraforaminale, elle devient un peu compliquée.
Mais voilà, Pierre-Michel vous a parlé du disque. Lors de cette formation, il va bien sûr détailler durant ces 2 jours toute la physiologie discale et la physiologie de l'hernie discale. Et vous verrez qu'il y a plusieurs types d'hernie. Et aujourd'hui, on sait que sur le plan chirurgical, tout n'est pas opérable. Parfois, il est préférable d'attendre le repos en fonction du différents types, effectivement, et différentes intensités, surtout de l'approche de la densité de cette entre guillemets, hernie discale. À quel moment, selon vous, les symptômes sont améliorés en position assise? Alors ça, sincèrement, il n'y a pas de réponse précise. Euh, la symptomatique, elle peut rapidement s'améliorer, comme ne pas du tout s'améliorer. Et quand la symptomatique et la clinique ne s'améliorent pas en position assise, ben, j'avoue que j'ai presque envie de dire je continue pas la séance. Ou alors je reste en position assise et je demande des examens complémentaires, je réoriente si nécessaire. En tout cas, j'ai une approche plus médicale qu'ostéopathique. Parce que il m'est arrivé, bien sûr, rarement, je vous rassure, hein, c'est pas, ça n'arrive pas toutes les semaines, bien heureusement, il est arrivé de ne pas avoir de résultat hein, sur une telle composante aiguë hein, et que ben, le patient a fini en chirurgie hein, dans les quelques jours qui suivent, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc, effectivement, l'approche assise, personnellement, c'est une approche personnelle, hein, ce que je vous dis là, c'est l'expérience qui parle, elle va se concrétiser par une amélioration. Qu'est-ce que l'amélioration de la symptomatique? Ça va être de récupérer au moins de la verticale. Je ne dis pas tout de suite de l'extension, mais au moins de la verticale, de récupérer au moins de l'appui facétaire et de récupérer de l'adaptabilité discale avec un relâchement musculaire approprié, hein. On parlait bien sûr de 3 grands groupes musculaires, le diaphragme, hein, le carré des lombes et le psoas. Une approche aussi faciale viscérale, hein, qui est importante. Et quand on est en capacité de reprendre un peu d'appui sur sa facette, quand on est capable effectivement de reprendre aussi cet appui discal, déjà, on va dire qu'on part sur une séance qui part vers la positivité. Ah, attendez, je vais couper le son de certains. Voilà. Pardon. OK? Donc, cette approche assise est pour moi importante et je vous montrerai également hein, sur des techniques discales assises que je pratique, hein. Alors, technique discale, technique ligamentaire, hein, technique aussi, bien sûr, viscérale, diaphragmatique et musculaire. Sur l'approche, je parle bien d'aigu, hein, c'est quand même important quand on parle de lombalgie. Là. Alors, on sait très bien que la lombalgie chronique, en tant que thérapeute, et quels que soient les thérapeutes, ça ne suffit pas, il faut une grosse prise en charge du patient. Hein, on va apporter un plus hein, sur la lombalgie chronique, mais on sera pas le magicien non plus. Sur la lombalgie aiguë, bah, l'idée, oui, effectivement, c'est de rebasculer de l'aigu dans le chronique et qu'après, effectivement, il y ait une prise en charge pluridisciplinaire autour de cette lombalgie chronique pour améliorer la symptomatique. Mais dans cette approche aiguë, effectivement, comme je vous l'ai dit, je pars en position assise, je commence en position assise sur une approche discale qui est complémentaire effectivement avec ce que Pierre-Michel peut montrer, sur une approche également ligamentaire et une approche musculo-faciale. Au niveau des techniques articulaires, je vous montrais quelques petits exemples. Je vous ai dit, voilà, surtout pas de rotation. Effectivement, en tout cas, il faut minimiser au maximum les rotations au niveau des techniques lombaires. Donc, on va voir ici un exemple hein, de ce que je montre. C'est un peu son. Voilà. Ça, c'est des vidéos qui sont. On va pouvoir faire des petites pauses. On voit effectivement qu'il y a un léger dérouillage, mais pas trop, hein. On n'est pas en hyper sollicitation. Il n'y a surtout pas de verrouillage maximum, hein. En technique articulaire, il faudra privilégier effectivement la basse amplitude et surtout le côté réflexogène. C'est ce qu'on va chercher. C'est avant tout le côté réflexogène, hein. On ne cherche pas à remettre quoi que ce soit en place, hein. On va chercher justement un côté réflexe, encore une fois, dans un but
mécanodiscale. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, que par le nerf sinuvertébral, hein, ce nerf va faire le lien entre une partie du disque, une partie ligamentaire, une partie capsulaire, via un relais orthosympathique, et ça va permettre de réguler effectivement l'inflammation par le côté orthosympathique. Et ce qu'on va chercher effectivement sur cette technique lombaire, c'est avant tout, alors qu'on verra la différence entre l'extension et les flexions, soit une fermeture, soit une ouverture, mais avec très peu de rotation et avec une technique basse amplitude et plutôt haute vélocité. Donc là, on a une technique d'ouverture en extension, correction d'extension vers la flexion. On voit hein, qu'il n'y a pas du tout, je vais avancer un peu, il n'y a pas du tout de rotation, hein. Le kick, effectivement, est là juste pour faire une petite décoaptation, mais surtout pas de majorer la rotation. On va effectivement voir maintenant la technique plutôt en flexion. Donc là, on va être sur une fermeture facétaire. On va mettre encore moins, hein. On rapproche bien l'épaule vers l'avant. Et on voit ici effectivement hein, la verticale. Donc on va refermer la facette. Il n'y aura pas du tout de kick hein, dans cette technique-là, juste un appui, un trépied hein, pour stabiliser le patient. Et le trust sera purement vertical en fermeture facétaire. Alors quand on parle effectivement d'ouverture facétaire ou de fermeture facétaire, on a effectivement, aujourd'hui, on a tendance à dire les lois de Frayette, ça marche pas, c'est pipeau, c'est pas scientifique, les EBP, ça marche pas dessus. Voilà. Effectivement, le modèle Frayette a été très controversé et à juste titre, hein, car on s'aperçoit aujourd'hui hein, que scientifiquement, effectivement, ça ne tient pas la route, surtout dans le chronique, parce que dans le chronique, il est impossible de différencier un étage vertébral, tout fonctionne un peu ensemble. Quand on est en aigu, c'est un peu différent. J'ai tendance à dire qu'on se rapproche un peu de ce modèle, comme tous les modèles, hein, quels qu'ils soient. Hein. L'ostéopathie fonctionne beaucoup sur des modèles. C'est un peu ça qui nous met un peu en porte-à-faux par rapport à la médecine. C'est-à-dire que l'ostéopathie fonctionnant sur des modèles, on n'a pas encore tout réussi à prouver aujourd'hui. On y arrivera peut-être un jour. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à le prouver aujourd'hui que c'est pas prouvable. Et on s'aperçoit effectivement, enfin en tout cas personnellement, hein, que sur l'aigu, effectivement, dans l'aigu, on se rapproche effectivement du modèle, on va dire Frayette. Je dis bien on se rapproche du modèle Frayette en ayant quelques nuances et qu'on va être beaucoup plus sur des spasmes musculaires que sur une perturbation du conjonctif. J'ai presque envie de dire que l'aigu, c'est un chronique qui décompense. D'ailleurs, c'est ce qu'on va chercher un peu dans l'aigu pour éviter un red flag, c'est de rechercher un peu cette notion de chronicité préexistante. Un aigu qui est un peu chronique hein, dans son anamnèse, bah, c'est quelque chose un peu de rassurant. Et d'un état conjonctif altéré, d'une perturbation du système conjonctif, quand le conjonctif a dépassé ses capacités d'adaptabilité, c'est le muscle un peu qui prend le relais et on a effectivement ce spasme musculaire qui va s'installer et qui va nous provoquer un blocage, on peut l'appeler comme ça, un blocage facétaire. Tendance à dire un peu dans l'enseignement que je pratique à l'école d'ostéo, hein, donc on va dire en primo-formation, que le chronique, on est plus sur des techniques dites positionnelles
Et l'aigu, on est plus sur des techniques dites facétaires. Donc voilà un petit peu la nuance entre les deux. Et plus on est sur de la facette, moins il y aura de rotation et plus on va être effectivement sur de l'aigu. Voilà. On voit ici, effectivement, vous voyez, le mouvement sera purement vertical, voilà, sans aucune rotation. Donc on est très loin de cette image du lambarol. D'ailleurs, on n'aurait jamais dû l'appeler comme ça. Car le lambarol porte à confusion. Et le lambarol, bah, on a envie de rouler en fait. Quand on entend lambarol, on a envie de faire un roulé lombaire. Alors, c'est pas du tout ça. On aurait dû l'appeler lombaside ou lombacli, tout ce qu'on veut, mais on n'aurait pas dû l'appeler lambarol. Parce que, on a envie de rouler les lombaires, mais les lombaires, ça ne tourne pas. Biomécaniquement parlant, ça ne tourne pas. Le seul étage où on a la rotation, c'est D12L1, parce qu'on est sur des, encore une fois, sur un positionnement facétaire qui va être hybride entre les dorsales et lombaires. Et l'étage des 12 L1 assure à lui seul 75% de la rotation complète au niveau des lombaires. Donc il reste 25% sur les restes. Quand on considère un peu deux facettes par étage, vous voyez, il y a quelques degrés de rotation par étage, pas beaucoup plus. Donc, l'idée dans l'approche articulaire de cette formation, bah, c'est de vous montrer des techniques articulaires sans rotation, avec peu d'amplitude et plutôt de la vélocité. Vélocité qui va bien sûr, enfin, la vélocité devrait être bien sûr contrôlée, car qui dit vélocité ne dit pas non plus extrême vélocité où on risque effectivement d'engager trop de réflexes et à ce moment-là de redéclencher une notion inflammatoire. Teramorsi disait effectivement, plus on est malade, moins on peut en supporter. Et sur une approche plus aiguë, hein, disco-lombaire, bah, parfois il faudra faire des séances courtes, précises, pour avoir la juste information nécessaire pour que le patient effectivement puisse retrouver on va dire de l'homéostasie et retrouver de la verticalité. Pour utiliser aussi lors de cette formation des techniques sur cale. Les techniques sur cale sont très intéressantes parce que là, pour le coup, hein, on n'a aucune rotation. Donc, c'est des techniques qui sont un peu inspirées des techniques de De Jarnette, hein, chiropracteur aux États-Unis, dont je me suis un peu inspiré. Hein, je ne fais pas du De Jarnette pur et dur, mais je l'adapte effectivement sur le rachis dorso-lombaire. Ça permet d'avoir parfois une approche discale facile, utiliser les techniques recall. Bon, là, on est dans le réflexe pur. On va plutôt travailler sur l'espace L5-S1. On pourra aussi hein, avoir des techniques discales appropriées donc, sur cal. Ça nous permet de, ça, pardon. Ça nous permet effectivement de pouvoir créer de l'information, créer effectivement du réflexe, sans mettre encore une fois de danger sur des rotations lombaires. Vous aurez bien compris hein, lors de ce webinaire que on s'interdit sur de la discopathie chronique ou aiguë et sur de la lombodiscopathie. Effectivement, on s'interdit les rotations lombaires. Donc, à travers cette approche de ce soir, hein, vous avez pu voir effectivement bah, toute la partie, on va dire, physiologique, la partie scientifique, la partie très médicale du disque, qui est importante et qui est peu effectivement développée aujourd'hui. Cette partie du disque, eh ben, ça fait partie de notre métier. On est aussi des discothérapeutes. Et on n'est pas que le structurel, ce n'est pas que la vertèbre, hein, c'est aussi c'est le conjonctif qui l'entoure. Et dans le système conjonctif, effectivement, on y inclut ce disque. Et on a pu voir également, effectivement, une approche articulaire dont vous aurez compris qui nécessite un bilan clinique précis, des tests précis, avoir une attitude professionnelle, une attitude thérapeute, une attitude clinicien, hein, donc être avant tout un clinicien pour pouvoir pratiquer en complément à la suite hein, de ces techniques discales, des techniques articulaires, bien sûr non dangereuses, adaptées à l'aigu, que ce soit en ouverture ou en fermeture, sans rotation, plutôt de basse amplitude et avec une notion réflexogène. On pourra même bien sûr évoluer sur les techniques non structurelles, hein, techniques plus réflexes, type recoil, avec cette approche sur les cannes.
pour moi, être un thérapeute, ben, c'est un trépied. Un thérapeute, c'est un trépied, c'est avant tout un savoir. C'est ce qu'on a vu effectivement en début de séminaire, enfin en début de webinaire, pardon. Hein, cette approche neurophysiologique, anatomique et biomécanique du disque. C'est un savoir-faire, ça c'est la pratique, c'est la clinique, c'est la pratique, c'est se développer une patte, comme on dit, hein, donc c'est le savoir-faire de la normalisation. Et c'est aussi un savoir-être et savoir modifier son approche. Savoir modifier son approche, hein, c'est s'adapter à son patient. C'est pas au patient à s'adapter au thérapeute, c'est au thérapeute à s'adapter à son patient à travers effectivement, diverses variables. Et bah, il n'y a pas de honte parfois à ventiler, il n'y a pas de honte à réorienter. Hein. On ne peut pas tout faire en ostéopathie, hein, on ne peut pas tout régler. Les cas qui nous dépassent, eh ben, il faut savoir bah, les réorienter, soit les réorienter parfois vers des confrères, soit les réorienter parfois vers des mondes médicaux plus appropriés. Hein. Et surtout, encore une fois, vous l'aurez bien compris, surtout ne pas nuire. Voilà, je voulais conclure un peu cette soirée là-dessus. Hein. Donc, j'espère que cette approche disco-articulaire du système lombaire vous a apporté un contenu que vous n'avez pas. Hein. Donc, vous approche une approche un peu plus complète de vos connaissances. Il y aura régulièrement, hein, on va tout doucement développer ce type de webinaire comme ça en semaine, plutôt vers 20h, 20h30, hein, avec divers formateurs. J'inviterai d'autres formateurs sur le reboutement, sur la posturologie, sur l'émotionnel, sur plusieurs sujets hein, qui vont avec l'ostéopathie, afin bah, de vous offrir hein, du contenu facile et puis vous permettre parfois bah, d'avoir des notions effectivement que vous n'avez pas et de développer votre pratique. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Vous recevrez un lien pour télécharger le contenu audio, hein, le contenu vidéo. Et également, je vous donnerai hein, le PDF de ce contenu-là que vous avez. Comme ça, bah, vous aurez un petit peu tout. Hein. J'espère que ça vous a plu, que c'était très intéressant pour vous et je vous souhaite à toutes Attends, et... Olivier, attends. Oui, vas-y, dis-moi, Pierre-Michel. Parce que j'ai noté quelques questions auxquelles Ah, vas-y, dis-moi tout. j'ai pas répondu ben, parce que j'étais concentré sur ma présentation. Donc, il y avait notamment, j'ai lu le prénom et j'ai oublié, ben, c'est pas grave, quelqu'un qui parlait, enfin, qui demandait de donner un peu de détails sur l'étude qui évaluait la manipulation en position assise versus des cubitus latérales. Et en fait, ben, en tout cas, l'étude clairement démontre qu'en position assise, on a d'emblée plus de contraintes sur le disque en termes de pression et en termes de mise en tension du noyau fibreux, ce qui n'est pas observé en position latérale. Donc, si on manipule, donc là on parle évidemment d'une technique avec impulsion, on a tout intérêt à mettre le patient en décharge en fait. Si on le traite par mobilisation ou par technique que Olivier a montré, c'est différent. Mais donc, si on rajoute une impulsion, les études montrent qu'il est préférable de le mettre en décubitus latéral, voire même d'utiliser la traction comme composante de décharge supplémentaire lorsqu'il est en couché latéral. Ouais, moi, je parlais effectivement hein, en position assise de technique d'inhibition. Hein, on est bien Ouais, d'accord. ouais, non, non, mais enfin, moi, Voilà, c'était c'est clair. ça, hein. Pour que tout le monde soit bien d'accord, hein. On est sur de l'inhibition, du relâchement, de la détente. Hein, voilà, on va dire, on va relâcher un peu son patient avant de passer en décubitus latéral et de faire les techniques que je vous ai montrées. Effectivement, les techniques en rotation lombaire, qu'on peut voir parfois en assis, euh, vont augmenter les contraintes discales, ça, on est bien d'accord. Et alors, il y avait, enfin, avant de parler du slum test, il y avait effectivement, tu en as parlé, Olivier, la condition aiguë. Ben, c'est clair que c'est, entre guillemets, quand en tout cas le disque intervient dedans, c'est rarement le, le miracle. Et ben, ce qu'on sait, c'est que les effets d'une prise en charge sont souvent retardés. Donc,
je dirais d'un point de vue de la douleur et de la fonction, le patient, il est nettement amélioré, mais 3 jours, souvent 3 jours après. Et ça, c'est les processus biologiques autour du disque qui sont en général retardés par rapport à notre action thérapeutique. Par ailleurs, ce qui est important, et Olivier t'en a parlé, c'est que si le patient ressort droit, ou en tout cas capable de se maintenir en lordose physiologique, eh bien, on sait qu'il va s'améliorer cliniquement dans les jours qui suivent par rapport au patient qui ne manifeste pas ce bénéfice-là. Celui qui reste complètement délordosé, bah, c'est clair que son état sera plus lent, simplement parce qu'en fait, si le disque est déchargé par la capacité de lordose du patient, ben, il va mieux récupérer, mieux cicatriser s'il y a effectivement des lésions au niveau annulaire ou voire au niveau de la plaque sous-chondrale. Tu as aussi souligné l'aspect alors, l'innervation du disque intervertébral fait intervenir le système nerveux autonome et donc là, on est clairement dans une approche qui nous obligera quand même d'investiguer la sphère viscérale et en tout cas les zones rachidiennes qui interviennent dans cette innervation sympathique. Et pour le disque, elles sont particulières, elles sont localisées à distance du disque ou des disques cibles, quand on parle en tout cas de L4, L5 ou de L5, S1. Donc, mais ça, on en parle dans les cours, mais je pense que ça permet d'élargir en fait les, euh, les approches et les modalités qu'on va mettre en place pour améliorer la clinique du patient. Ouais, l'approche neurovégétative est très importante dans la discopathie. Et effectivement, voilà, ce nerf sinu-vertébral est un peu notre clé à nous. Heureusement qu'il est là. C'est ce qui permet effectivement d'expliquer qu'on a du résultat et que le côté réflexe marche. Mais il faut aller, bien sûr, avoir cette connaissance de la neurophysiologie et du système neurovégétatif pour pouvoir effectivement aller aux bons endroits et sur les bons étages. Ouais. Et alors, pour le dernier, je crois qu'il y a eu une question sur le slump test. Tu as répondu, mais en fait, c'est vrai que le slump test, c'est un test qui évalue la sensibilité mécanique du système nerveux. Donc ça, c'est vraiment si on veut le définir. Et donc, bah, s'il est positif, c'est qu'il y a une souffrance du système nerveux. Elle peut être au niveau du disque. Et alors, ce qui est intéressant, justement, si on pense qu'elle est au niveau du disque, bah, on sait que moduler la position euh, ou la morphologie vertébrale, c'est-à-dire lordose des lordoses, et jouer avec cette mise en tension par le slump test, ben, ça permet de comprendre si la décharge du disque ou la mise en charge va aggraver les symptômes. Si elle aggrave les symptômes, ben, c'est qu'on a augmenté la compression sur la racine nerveuse ou les structures nerveuses. Et bah, à nous de comprendre si c'est par le biais de la flexion ou si c'est l'extension, ce qui va nous orienter sur une problématique peut-être plus foraminale versus plus postérieure. Euh, donc voilà, ça c'est important parce que parfois on a des slump tests qui donnent une douleur qui est essentiellement lombaire mais euh, qui est évalué, qui est exagéré par la mise en tension du système nerveux. Et donc là, on est probablement plus sur une problématique d'urmérienne, ou en tout cas sans conflit disco-radiculaire, parce que sinon il y aurait une manifestation radiculaire. Mais ça, c'est les tests qui parfois sentent un peu mauvais et au niveau duquel il faut rester très prudent. Et parfois, ces tests sont même positifs quand on fait l'évaluation croisée. Donc voilà, il y a des petites nuances sur le slum test qui sont importantes à mettre en évidence et à comprendre en fait.